Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Thierry Mello, un architecte français connu et reconnu sur le plan international, puisqu'il a œuvré dans une trentaine de pays. Avec son partenaire chinois Li Guo, il a créé la société Ifadur. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cet architecte français a réalisé plusieurs dizaines de projets d'architecture majeurs en Chine, et non des moindres. On en parle tout de suite avec Thierry Mello. Thierry Mello, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venu jusqu'à nous. Entre 2010 et 2022, vous avez mené plusieurs dizaines de projets majeurs en Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord pourquoi cet intérêt pour le marché chinois? Alors écoutez, c'est plus qu'un intérêt pour un marché. Moi j'ai un métier de passion et un métier de culture et qui évidemment se meut dans le monde des affaires et du business. Mais la passion et la culture sont le moteur et le vecteur principal de notre action économique. Alors la Chine, pourquoi ? La Chine fait partie, pour un jeune Européen des années 70, des années 60, c'est une magie, c'est une attraction formidable. Vous savez, nous avons été maoïstes dans notre jeunesse. C'est ce que nous avons été des 68 ans. Et par hasard, est-ce que vous avez lu « Quand la Chine s'éveillera » d'Alain Perfit ? J'ai lu « Quand la Chine s'éveillera ». Moi, je ne l'ai pas lu en entier. C'était un très beau livre. Alors, j'ai oublié la Chine parce que ma carrière m'a amené ailleurs. J'étais un architecte en France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, mais j'étais, à partir des années 90... 90, Ouais, 95, 98, j'avais fondé, avec plusieurs partenaires français, architectes, l'AFEX, l'Association française des architectes à l'export. Parce que comme j'avais une grosse expérience du développement de mon métier hors de nos frontières, j'avais une passion pour cela, c'était tout à fait intéressant. Puis j'étais identifié, déjà j'étais devenu un urbaniste remarqué en France. Et nous avons conçu cette AFEX pour développer l'architecture française à l'export. Et donc à partir des années 2000, 2002, 2003, j'ai été repéré par des instituts chinois qui m'ont demandé... C'est eux qui m'ont repéré. Voilà, sont eux qui m'ont repéré et qui m'ont demandé de m'associer à eux et de venir travailler en Chine. J'ai d'abord refusé parce que la Chine me faisait peur. Je connaissais l'expérience des grandes agences françaises qui étaient allées sur ce marché, qui est un marché, bien entendu, chinois, mais dans lequel les internationaux qui se mouvaient étaient des grands anglo-saxons qui nous étaient très supérieurs en masse, en puissance économique. Donc c'était très difficile de regarder, donc j'ai plutôt commencé par refuser. Et puis, ces amis chinois ont été tellement pressants qu'un jour j'ai craqué. Ils ont insisté, oui, c'est ça ? ils ont insisté. Ah oui. Et j'ai eu une très bonne idée, c'est que je suis allé à la découverte de la Chine, non pas en avion et par l'Est, mais par l'Ouest. Pourquoi ? Par l'Ouest. Par l'Ouest. Je travaillais au Turkménistan, j'étais en charge de grands projets avec Bouygues Bâtiment International. Nous construisions le ministère du pétrole, l'Assemblée nationale. Et donc, j'étais pas loin de la Chine. Et donc, je suis rentré en Chine par l'Ouest. C'est-à-dire... Par les montagnes, par le Pamir, je suis rentré... Le Xinjiang, peut-être ? Par le Xinjiang. Oui. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance de faire le trajet de la route de la soie à l'envers en plusieurs étapes. C'est ce que j'allais dire. Et puis de découvrir la Chine par là, avec cette... C'était en quelle année ? C'était en 2004. 2004. Il y a donc il y a presque 10 ans. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Oui. Oh, oui. Alors j'ai un peu alors j'ai écouté ses amis. En solo. En solo. En solo. On a créé une petite société. Alors moi j'avais une grosse agence à l'époque à Paris et j'avais le Moyen-Orient. Donc on a pu financer le début de ce développement chinois, de cette recherche chinoise, à partir des opérations que je faisais au Turkménistan. Et puis les choses sont devenues sérieuses à partir de 2010. Pourquoi ? Parce que j'avais recruté, dans le cadre de l'AFEX et des contrats de Jacques Chirac avec l'architecture chinoise, qui a fait venir 250 étudiants français par an pour les former. Dans le cadre d'un contrat ? C'était un contrat de partenariat et de coopération
entre la France et la Chine. Et que faisait Jacques Chirac dans le coin cadre? Jacques Chirac avait accepté, lors d'une visite officielle en Chine, il avait conçu de faire venir 250 étudiants chinois par an en France pour parfaire leur formation. C'est l'époque où la Chine envoyait ses étudiants à travers le monde entier. Et donc, il y a eu cet héritage de Chinois, et donc à la FEX, on s'en est occupé. Vous avez eu vent de ça? J'étais président, j'étais vice-président de la FEX. Vous étiez au courant. J'étais même aux premières loges, nous étions acteurs de cette coopération. Vous avez œuvré pour que cette collaboration se fasse. Nous avions œuvré pour. Quelle belle idée. Co-œuvré. Oui. Et donc, j'ai eu le choix entre divers étudiants chinois, et le sort a fait que ce garçon, Li Guo, voilà, moi j'ai lu Li Guo. est venu, oui, Li Guo à la chinoise. Il est venu comme étudiant, stagiaire dans mon agence, et il y a prospéré. Et je me suis intéressé à ce garçon qui était tout à fait brillant, intelligent, et pourquoi actif, lui et curieux. pas d'autres? Parce qu'il était le plus brillant. Voilà. C'est-à-dire, quelles sont ses qualités? Des qualités d'intelligence, de dynamisme, de courage, de ténacité. Il a toutes les qualités pour faire un architecte. Pourquoi? Parce que l'architecture, c'est un métier dur. C'est un sport intellectuel de haut niveau. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Où il faut être courageux, opiniâtre, tenace, et en même temps créatif, curieux, imaginatif. Ça, il faut beaucoup de qualités pour faire un architecte. Je ne le dis pas parce que je suis architecte. Mais franchement, les architectes qui réussissent, qui prospèrent et qui se développent sont des gens magnifiques. Vraiment. Il faut admirer vos architectes. Partout dans le monde. Enfin bref, je laisse cette digression pour dire qu'avec les Li Guo, nous avons donc commencé à travailler. Et puis au bout de quelques années, Li Guo, qui avait un peu mûri, qui était diplômé en France, qui avait fini son cursus, m'a dit « Moi, je ne veux pas rester toute ma vie en Europe. Je voudrais rentrer en Chine, je voudrais développer quelque chose. Et comme je vous aime bien, je voudrais bien le faire avec vous, me dit-il. Mon jeune développeur, collaborateur. C'est presque une déclaration d'amour professionnel. Alors, mon agence chinoise ne marchait pas très bien, on pataugeait. Etc. Je lui ai dit, écoute, moi, je m'apprêtais à fermer la Chine, en fait. J'étais fatigué par ces développements qui ne réussissaient pas, ce pays trop difficile. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais te donner un budget et on va le faire. Et donc, je lui ai donné un budget en lui disant, si tu réussis, je te donne 1 an, c'est un budget d'1 année de développement en Chine. Il avait 1 an pour le faire. 1 an pour le faire. Si dans 1 an, on a vraiment trouvé des missions intéressantes, on les fait, on les signe, et tu seras associé. En fait, c'était un test. Un garçon brillant, il ne faut pas lui dire ça 2 fois. Il est parti, il a pris l'avion, s'est installé, a couru la Chine avec le budget en question, qu'il a géré très très bien, il a fait son développement, et au bout d'1 an, il avait décroché même pas 1 an, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois seulement. 6 mois, nous étions admis pour le plus grand concours d'urbanisme que faisait cette année-là la Chine, qui était le doublement de l'île de Macao sur la ville de Zhuhai, dans l'île de Le doublement, Hengqin. je répète, le doublement de la ville de la surface de Macao sur l'île de Zhuhai. Voilà. Ouais. Et pourquoi le doublement alors Parce de que la dame Macao est une toute petite île, la Chine sûr. l'avait récupérée à la fin des concessions C'est ça. portugaises, Voilà. et la ville se développait et n'a pas de territoire. Et il n'était pas intelligent pour la ville de faire des remblais en mer, il valait mieux qu'elle essaye de se développer sur le continent. Et donc c'est l'île de... Relier les deux villes, c'est Alors ça? maintenant, il n'y a juste qu'un pont, hein. Ça reste une île à travers un des détroits de la rivière des Perles, mais c'est une île continentale qui elle-même était d'ailleurs déjà plus ou moins gagnée sur les estrans du fleuve entre 2 rochers. Et ce territoire de près de 100 km² était promis au développement de cette ville de Zhuhai. Et nous avons fait ce concours avec les principes qui, à l'époque, ne dominaient pas l'urbanisme chinois, mais qui étaient notre thèse à nous, qui était la ville durable, la ville heureuse, la ville écologique. Et ça a été une aventure passionnante, et miraculeusement, nous avons gagné cette compétition. Nous avons Parmi été combien de lauréats. postulants? Au début, vous avez toujours 20, 30 ou 40 sociétés
qui postulent. Chinoise, sinon International. étrangère, C'était internationale. un concours international. Donc ils ont lancé un tous appel d'offres. appel d'offres international. Ouais. Tous les pays du monde concourent, les grands. Et vous êtes choisis parmi 5 ou 6 pour développer le projet, avec une indemnité pour le faire. Vous avez 3 ou 4 mois pour faire votre projet, le 3 ou 4 mois. Le présenter et le défendre et être jugé. Donc je suis venu en Chine, on a défendu le projet et ce qui se passe en fait... nous avons été lauréats. Sélectionnés. C'est tout à fait passionnant. En fait, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ce qui s'est passé, on va dire, dans les coulisses. Comment avez-vous fait pour décrocher l'appel d'offres? Quelle était votre, on va dire, la piste de réflexion? Comment avez-vous fait alors? C'est une question qui est sympathique, qui m'amuse. Pourquoi? Parce que les organisateurs du concours, afin que tous les concurrents soient bien pénétrés du contexte, c'est ça, avaient préparé une croisière tout autour de l'île de Henshin. Une croisière qui durait toute la journée, puisque c'est une croisière de environ 50 km sur l'eau. Autour de l'île. Tout le tour de l'île de Henshin. Comme elle fait 100 km², c'est une croisière de 50 km sur les fleuves, donc ça vous prend la journée. Vous étiez tous sur un bateau. Hein, il faisait très froid, c'était en janvier, c'était glacé, il pleuvait. Moi j'avais amené mon plus jeune fils qui avait 10 ans, 11 ans, qui était passionné de voyage, je l'avais amené avec moi de France. Et on passe toute cette journée sur ce bateau, tous les concurrents qui discutent, qui parlent, qui posent des questions, etc. Vous échangez entre vous. Et moi, à la fin de la journée, je me tourne vers Ligo, je dis, écoute, je ne suis pas du tout satisfait, je trouve qu'on n'a rien vu. Ah. Bah oui, on a vu des côtes dans le brouillard, avec de jolies montagnes, mais on n'a rien appris sur ce qui était... En fait, vous avez quand même vu quelques beaux paysages. Oui, bien sûr. Mais du coup, au lieu de rentrer en France, j'ai dit, écoute, on va rester 2 ou 3 jours, je veux en savoir plus. Sur l'île? Sur l'île. Oui, puisque j'étais là, j'avais fait 14 heures d'avion pour venir. Bien sûr. Alors et puis j'avais envie de connaître Macao, et puis voilà, moi, je suis assoiffé de culture, et de cultures qui ne sont pas les miennes, et de comprendre. Donc on a fait ça, et je suis allé... Avec le chinois, c'est ça? Avec les Ligo, oui. Ah oui. Mais sans les organisateurs, sans les autres, voilà. Sans personne, voilà, que nous. Et en plus, le lendemain, il faisait beau, et donc je suis monté sur les montagnes de l'île de Henshin, et là, j'ai découvert quelle était la réalité géographique de ce territoire. Je l'ai vu, je l'ai compris. Et c'était quoi? Eh bien, c'était 2 îles rocheuses qui avaient été réunies par les cultures paysannes qui alimentaient Macao, et ces cultures paysannes avaient remblayé progressivement l'estran entre les 2 îles, pour qu'il n'y ait plus d'eau, et avaient laissé une espèce de rivière, de canal. Et avec ce canal, il faisait quelque chose que je trouvais formidablement intéressant et intelligent. Il faisait remonter l'eau salée des fleuves, puisque on est dans l'embouchure de la rivière des Perles, c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau salée. Il le faisait remonter dans des petits canaux, et il le mélangeait avec l'eau des rivières, l'eau des pentes l'eau douce, pluviale des 2 montagnes, pour donner des bassins de pisciculture, de culture de bananes, de culture maraîchère, dont la salinité était proportionnelle aux besoins de la culture qu'il faisait. Ce qui donnait une polyvalence de culture tout à fait extraordinaire. Et donc ça donnait, à partir de cette rivière, un damier de bassins, de pièces, etc., qui était d'une très grande qualité graphique. Et en voyant ça, l'idée m'est venue... Mais vous avez tout de suite compris ça, en fait. Dans les 2 ou 3 jours. Oui. On assimile d'abord, vous savez, ça ne sert à rien de se jeter dans les pistes comme ça, mais au bout de... Alors, voyant ça, ce que j'ai fait, voilà, j'ai demandé les relevés topographiques de l'intérieur de l'île, et je les ai obtenus du maître d'ouvrage. Et là, j'ai dit, mais ce relevé topographique, il est magnifique. Et il n'était pas donné aux concurrents. Mais je l'ai obtenu. Et donc, voyant ce relevé topographique qu'on avait obtenu... ils ont perdu quelque chose, là, vos concurrents. La ville est dessinée. C'est pas la ville est toute faite, elle est tracée par le... Et donc, le fil rouge du projet, qui était un fil rouge totalement écologique, puisque c'était travailler avec les eaux pluviales, avec l'eau des fleuves, avec les crues. Et nous avons appelé le projet Henshin, ou la mémoire de l'eau. Et Henshin, ou la mémoire de l'eau, comme Venise, qui
qui est aussi une mémoire de l'eau, nous a donné le dessin urbain du projet avec un fleuve central comme la Seine à Paris. Alors, vous savez, comme les Chinois sont admiratifs de la culture urbaine européenne et en particulier française, les Français sont censés savoir faire des villes, puisqu'ils ont sur leur territoire les plus belles villes du monde. Donc j'ai travaillé ce concept de croisement et de mixité entre le génie européen de la ville à l'échelle humaine, et de l'écologie, du paysage et du territoire chinois. Et comme ça a été bien dessiné, eh bien on a gagné. Parce que, si vous voulez, un concept fort comme cela, quelle que soit la manière dont il est dessiné ou abouti, il est toujours plus fort que des dessins gratuits. Justement. Ou des dessins au hasard. C'est ce qui s'est passé. Même s'il est magnifique. Aussi magnifique soit-il, n'est-ce pas? Il ne peut pas être aussi magnifique qu'un projet qui a du sens. Et donc c'est à cela que je voulais en venir. C'est que l'architecture, l'urbanisme, la ville, c'est toujours une affaire de sens. Dans l'histoire, que vous preniez une ville de 4000 ans, de 2000 ans, de 1000 ans en arrière, c'est toujours la contrainte qui donne le sens aux choses. Et donc on est parti des contraintes, les contraintes du territoire et aussi les contraintes de notre civilisation, de notre époque, qui est engagée dans le développement durable et l'écologie. Alors la Chine n'était pas encore tout à fait à l'écoute. Justement, en vous 2010, étiez très en avance. On était très en avance. Et d'ailleurs, dans l'équipe, nos ingénieurs, quelques amis autour du projet, ils m'ont dit « Oh là là, Thierry, vous allez perdre avec l'administration chinoise n'est pas prête à entendre ça. » On a eu de la chance, on a eu un jury de grands maîtres chinois des grandes universités du Nord qui étaient là, et ils ont dit oh, ce projet mérite. Original. Voilà. Et en fait, en résumé, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les contraintes de la ville et quels étaient en fait les éléments que vous avez réussi à intégrer dans ce projet pour justement s'adapter aux contraintes et faire quelque chose qui soit proche de l'écologie? Alors les villes ont toujours un PLU, un plan local d'urbanisme, où elles définissent les centralités, les densités, ce qu'il ne faut pas dépasser. Bon, c'est un urbaniste héritier de la charte d'Athènes, des principes du mouvement moderne, hérité de Le Corbusier, passé aux Russes, et des Russes passés aux Chinois à travers le XXe siècle, et dont ils sont aujourd'hui, comme nous, en train de se défaire, mais en 2010, c'était encore là et très prégnant. Depuis, la plupart des plans locaux d'urbanisme chinois se sont révisés en profondeur pour justement s'adapter à cette exigence de l'écologie urbaine, du développement durable et d'un futur décarboné. Mais on n'en était pas là en 2010, on a été donc très pionniers, et c'est ce qui nous a donné notre identité. Donc à partir de là, on a foncé à Hong Kong, créé la société Ifadur. Ifadur. À l'époque, elle s'appelait AMA, c'était une filiale de mon agence. Donc on a créé AMA China, et AMA China à Hong Kong, avec une agence à Shanghai, une agence à Zhuhai, qui ensuite est passée à Shenzhen, et on a commencé à travailler le territoire chinois. Et comme par ailleurs, l'IGO m'organisait beaucoup de conférences dans les universités chinoises. C'est extraordinaire, je passais mon temps, jeune garçon. Je pensais, oui, il a mûri. Et puis, il a mûri. Oui, parce que lui, il était diplômé de la grande université de Shanghai, d'urbanisme. Enfin bref. Spécialisé en urbanisme. Ça va me revenir. Donc il connaissait des meilleures du monde, universités de Chine, donc il avait beaucoup d'amis, tout un réseau, des copains partout. Et donc il nous organisait des conférences en Chine. Et on a créé, en dehors de l'agence, une association, SFAX, Sino-French Association for, etc., qui était chargée justement de cette action culturelle, de promouvoir nos idées, nos principes et les théories de la ville durable à travers la Chine. Donc en quelques années, entre 2012 et 2015, on a été très identifiés, très reconnus, et à partir de 2015, moi j'avais envie de travailler un peu moins, j'ai vendu l'agence française, et on a créé la société chinoise, Ifadur, pour se consacrer à la Chine. Et puis ensuite,
avec IFADUR Chine qui réussissait, on a recréé une IFADUR en France pour redévelopper à l'international. C'est pour ça que la société s'appelle IFADUR. Et elle a un actionnaire principal qui est Lee Li-Guo, parce que je suis un fervent partisan de la transmission des savoirs. Et donc je trouve que ça ne sert à rien de garder le capital d'une entreprise quand on a mon âge. Et donc les juniors sont majoritaires maintenant. Et moi je ne suis plus que le président avec une part minoritaire de la société. Donc ça, c'est un projet qu'on peut qualifier d'extraordinaire quand même. Merci. Ouais. Merci, je l'espère, je le souhaite. Et après... C'est une œuvre, voilà. Voilà, donc vous avez été sélectionné. Après, la deuxième étape, ça a été, on va dire, la phase de réalisation, n'est-ce pas? Alors, la ville de Henshin est en cours de réalisation. Bien, nous avons eu un contrat... C'est toujours en cours? Ah oui, nous avons eu un contrat de 4 années pour développer l'espace public, c'est-à-dire les routes, les ponts, le paysage urbain, etc. Tout ça. Et puis maintenant, ça fait donc 12 ans, 2010, 2022, 2023. Ça fait 12 ans que la ville est en développement. Si vous regardez sur Internet, vous verrez que la ville pousse. Et donc les promoteurs sont appelés et mis en compétition, mais toujours sur la charte et sur les principes urbains que nous avons mis en œuvre pendant 4 années, parce que c'est une étude de longue haleine. Puis nous sommes restés très proches de la ville de Henshin, qui nous aime bien, qui nous met en compétition régulièrement, qui nous appelle. J'ai été pendant presque 8 ans, 8 ans. Architecte conseil du maire de Zhuhai, qui nous appelait régulièrement. J'ai fait beaucoup d'études dans la région de Zhuhai, y compris tous les développements ouest. On a fait un développement d'un territoire de 670 km². 670. Tout l'ouest de Zhuhai, oui, c'est immense. Donc il n'y avait pas que ça. En fait, c'était dans le cadre de l'extension du projet, non? Non, ça n'a plus rien à voir avec Henshin. Vous avez développé d'autres projets. C'est le Zhuhai de 2050, avec comme objectif d'être un fer de lance de la ville durable en Chine. Et donc nous avons, compte tenu de l'importance de ces études et des enjeux qui étaient là à trouver, nous avons développé un corpus théorique qui s'appelle 10 principes théoriques pour faire la ville durable, qui est devenu le bréviaire de notre démarche et de notre méthodologie de travail en Chine, et que nous commençons à exporter ailleurs, parce que je pense que la Chine maintenant est arrivée à un développement très mature. Ouais. D'autre part, la Chine n'a plus de croissance démographique, elle est même peut-être légèrement en récession. Je viens d'apprendre que la population chinoise va être dépassée par celle de l'Inde à la fin du mois. Oui, c'est déjà fait, ça y est. C'est déjà fait. Ah bon, il paraît que c'est en cours. Non, c'est fait. Non, la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. L'Inde, c'est 1,5 milliard. Ça y est. Vous êtes dépassé depuis 1 an ou 2. Ah bon? Oui, ça y est. Mais ça n'a pas... Vous savez, c'est pas un cadeau. Hein. C'est pas toujours un cadeau. La croissance démographique trop puissante, c'est très difficile à gérer. Parce que, alors, c'est à la fois un moteur, parce que ça crée des consommateurs. Donc les entreprises adorent la croissance démographique, mais les États s'épuisent en financement d'infrastructures, d'enseignement. Quelle est la base de la société et de la civilisation? Eh bien, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, et ça coûte très cher, et c'est très difficile. Donc ça fait partie des principes de la ville durable, c'est à quel rythme et à quelle vitesse doit-on suivre cela? Vous savez, c'est faire des villes pour ces dizaines, ces centaines de millions d'habitants tout neufs. On part pas d'un bébé à un habitant, il faut 20 à 25 ans de travail pour faire un être humain adulte. Et ce travail il ne peut pas être fait que par les familles, il est fait aussi par l'État, dans un État moderne, pour arriver à livrer sur le marché des acteurs économiques. C'est extrêmement difficile. Alors, la Chine a magnifiquement réussi ce challenge dans les années 80 à 2020. Aujourd'hui, elle est stabilisée. Et donc la croissance urbaine chinoise, aujourd'hui, est ralentie. Ce ne sera plus une expansion. Je pense que les prochaines années de la Chine... Elle mise sur la qualité.
Alors voilà, et c'est surtout le travail de la ville sur elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes chinoises, à l'état où elles sont, vont se développer en qualité et non plus en dimension. D'abord, pourquoi? Parce que le territoire chinois est petit, il est étroit. Même si la Chine fait 20 millions de kilomètres carrés, il n'y a que 20% de ce territoire qui est disponible pour la ville et l'agriculture. Le reste, ce sont des montagnes et des déserts. Donc la Chine doit économiser son territoire, le restreindre, le protéger contre le réchauffement climatique et contre la hausse de la mer, parce que l'élévation des océans met en danger un certain nombre de civilisations, et en premier la civilisation chinoise. Puisque la Chine est construite dans les deltas de ces fleuves. Elle est donc en danger. Donc la Chine est la première des nations du monde à avoir besoin de calmer le jeu et de stopper le réchauffement climatique, dont elle est très responsable. Ce que nous savons tous. Elle ne peut donc pas l'exporter. Ben justement, est-ce que de temps en temps, vous organisez des séminaires, des conférences avec les architectes chinois aussi? Parce que votre idée est tout à fait... Déjà, vous étiez pionnier en matière d'architecture urbaniste, et aujourd'hui, votre idée... Vous savez, est toujours très avancée. Les Chinois, qui sont très très rapides pour comprendre, ça fait 15 ans qu'ils ont compris maintenant. Nous étions assez pionniers en 2010. Aujourd'hui, toutes les villes chinoises, tous les instituts chinois sont lancés dans l'aventure du développement durable, et ils sont tout à fait au niveau. Et entre la France, qui est un pays de recherche, qui est un petit pays mais où les chercheurs sont très pointus, et la Chine, qui est un très grand marché pour ces nouvelles technologies, il y a une relation tout à fait intéressante et qui va continuer. C'est la force de la Chine, c'est d'avoir un marché énorme. Eh bien, je suis ravie de l'entendre. Au début de cette interview, vous avez dit dans les années 80, 90, j'avais un peu peur du marché chinois. Et aujourd'hui, cette peur-là, elle a disparu alors? Écoutez, d'abord, ma société est une société chinoise. Tout ce que vous venez de dire, ça fait penser que non seulement, enfin, c'est mon point de vue, je parle sous votre contrôle, non seulement vous avez, on va dire, surmonté cette peur, cette crainte, mais surtout, vous avez réussi à passer au stade où vous pouvez même donner des conseils, on va dire, pertinents à vos pairs, à vos collègues chinois, pour pouvoir mieux travailler ensemble. Est-ce que je me trompe? Écoutez, les architectes chinois, bien sûr, les ingénieurs et les architectes chinois sont extrêmement intelligents et brillants. Je pense que la Chine doit être capable maintenant de développer sa créativité propre. Et il y a une jeune génération qui lève et qui ne demande que cela. C'est plutôt les instances gouvernementales et administratives qui doivent réviser leur copie. La Chine est un marché tellement protégé qu'il est très très difficile d'y pénétrer et d'y résister aux concurrences. Est-ce que c'est de ça que venait votre crainte? Oui, mais bien sûr. Sûr. C'était ça au début, la crainte. Si vous voulez, et elle était fondée parce que j'ai passé 15 ans et avec l'IWO à lutter contre la déroute. C'est très difficile de faire prospérer une société en Chine. Les instituts chinois sont très puissants. La concurrence anglo-saxonne, qui est celle de très grands cabinets, nous ne réussissons à survivre que par l'excellence. Donc c'est difficile. C'est donc faire croître une société d'architecture en Chine, mais ça n'a pas été mon propos d'ailleurs. Moi, je n'ai pas envie. Vous savez, je ne crois pas que les arbres montent jusqu'au ciel. Donc, mon arbre, il est très très bien à son altitude. C'est ça. Il est bien à son altitude. Mais j'essaye de l'y conserver. C'est ça, je comprends très bien. Que cela, c'est pas si facile. Alors, il y a des géants et ils sont à la fois puissants et fragiles. Voilà. Mais alors, je pense que, si vous voulez, ce que je pense aujourd'hui, c'est que après ces 3 années horribles qui ont été les années Covid, suivies maintenant par les bouleversements planétaires que provoque la guerre en Ukraine et les bouleversements géostratégiques qui sont là, le marché chinois s'est fermé. Énormément d'agences
de structures d'études internationales sont partis, n'ont pas survécu à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si la Chine, je crois, va envisager de se réouvrir, on sent que le marché se réouvre. J'espère que nos amis chinois vont devenir moins durs avec les internationaux s'ils veulent qu'ils reviennent. En tout cas, si vous voulez, l'apprentissage que j'ai fait de ces 15 dernières années va me rendre beaucoup plus prudent sur les risques à prendre en Chine, en disant nous voulons bien venir travailler, mais il faut nous garantir, on demandera plus de garanties que je n'en ai demandé il y a 15 ans. D'abord parce qu'on est identifié, on est connu, on est une valeur, et maintenant il faut nous protéger un petit peu parce que sinon c'est épuisant. Vous parlez de garantie de quel ordre? De garantie financière, garantie économique, la certitude d'être payé à temps. Voilà, c'est des choses aussi assez triviales. Mais puisqu'on est en parole d'entrepreneur, là, c'est pas seulement le professeur d'architecture et l'intellectuel qui parle. L'entrepreneur dit attention, le marché chinois reste un marché dur. Et donc, il faut se protéger. Alors, si nous avons quelque chose à amener, eh bien, après tout, valorisons-le, et la Chine, c'est reconnaître sa valeur. Si ça n'a pas de valeur, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes plus sélectif, on va dire, prudent et sélectif. Oui, nous réfléchissons à quelque chose, un partenariat qui me paraît très prometteur, qui est le suivant. La Chine a acquis une expérience très intéressante, qui est cette croissance urbaine qui suit une croissance démographique très forte, qui aujourd'hui est terminée. Alors, donc elle va changer son modèle pour travailler... de la croissance, on va dire, urbaniste, c'est terminé. Je parle de croissance, la croissance urbaine, dont nous avons parlé, qui est aujourd'hui calmée, qui est beaucoup très ralentie en Chine. Pourquoi? Parce que la Chine va transformer son modèle urbain pour le travailler sur elle-même et le faire croître en qualité. Par contre, cette expérience qu'elle a de la croissance exponentielle sur une croissance démographique forte, elle est tout à fait intéressante à développer vers des continents qui, eux, sont à croissance démographique, en particulier l'Afrique, dont je viens. J'ai été un expert connu en Afrique pendant très longtemps, j'ai beaucoup travaillé en Afrique et j'ai une expérience de ces pays-là. Donc ce que nous essayons de faire avec Lily Guo, c'est de monter des partenariats Chine, Afrique, Europe pour développer en Afrique à la fois le zéro carbone et le développement de la ville sur des populations en croissance exponentielle. Ça, c'est tout à fait... Mais ce sera un marché, c'est un marché pour IFADUR, puisque IFADUR est chinoise, et chinoise et française à la fois, avec un objectif de croissance urbaine vers l'Afrique. Donc nous avons commencé des dialogues et nous espérons réussir bientôt. Voilà. Et donc Lily Guo aussi, de temps en temps, il va en Afrique avec vous. Alors, pour identifier les je l'encourage à y aller, plus que moi. Il est jeune, il peut avoir chaud, il peut prendre l'avion. Bien sûr. Le marché chinois, est-ce que de temps en temps, il vous appelle ou Oui, tout à fait. Nous sommes reconsultés régulièrement. Nous avons gardé nos 2 implantations, bien qu'elles aient été réduites pendant la période du Covid. C'est ça. Nos agences restent là et nous surveillons les possibilités de développement et de redémarrage. Voilà. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez résumer, mais très brièvement, votre parcours en insistant sur les étapes majeures? Alors, très brièvement, parce que ça a commencé il y a un certain temps. J'ai d'abord été le jeune architecte du gouvernement du Sénégal, demandé par le président de la République de l'époque, c'était Léopold Sédar Senghor, qui était un grand poète, un grand intellectuel, et un homme exceptionnel, et j'ai été en charge du développement urbain et du développement touristique du pays, où j'ai créé ma première agence, avec des réalisations universitaires, scolaires, d'entreprises. Et donc j'ai eu pendant une douzaine d'années un très beau parcours africain, sur une dizaine de pays, parce qu'à partir de Dakar, à partir de la capitale Dakar, où j'avais mon bureau principal avec une trentaine de personnes, je travaillais dans toute la zone géographique, jusqu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ces pays-là. Et puis j'ai connu les jeunes et brillants futurs ministres de François Mitterrand,
chez Senghor en 80-81, et quand le président Senghor a quitté le pouvoir et que le président Mitterrand a gagné les élections françaises, très naturellement, je me suis retrouvé assez vite en France, dans les concours de François Mitterrand, qu'on appelait les concours du président. J'ai fait Pourquoi ? Parce que Mitterrand, c'était un centre de travaux d'architecture. Voilà, et Mitterrand avait compris qu'il pourrait marquer son règne par l'architecture, parce que ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait. C'est ça. La Grande Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, le ministère des Finances, la pyramide la grande du bibliothèque, Louvre, la BNF. La grande bibliothèque, voilà. Donc et puis la galerie, enfin je veux dire la pyramide du Louvre. Voilà, alors ça ce sont les 5 marqueurs parisiens, mais il a eu l'intelligence de dire je vais faire ça dans toute la France. Donc il a lancé un concours du président dans chaque département français. Donc j'étais tout jeune, donc j'ai perdu les concours parisiens qui étaient très prestigieux, qui étaient très difficiles, et j'en ai gagné un en province. Donc j'ai gagné l'université d'Orléans, ce qui m'a permis de créer ma nouvelle agence en France. Et à partir de ce premier concours, j'en ai gagné d'autres. J'ai été repéré par les organisations et les promoteurs de la défense. Donc j'ai participé pendant près de 20 ans au développement de la défense et à tout l'environnement du 92. J'ai construit pas mal de tours de bureaux, j'ai fait des quartiers de logement entiers, voilà. Et en 2008, j'ai gagné le réaménagement de toute la défense qui est aujourd'hui en cours de construction, c'est-à-dire on réaménage la défense pour la raccorder à ses communes voisines, la redévelopper sur mon schéma directeur. Et j'ai aussi été lauréat d'une grande opération urbaine qui est Lyon-Confluence. Lyon-Confluence, c'est toute la partie qui est entre les 2 fleuves, la Saône et le Rhône, et qui est le doublement du centre-ville de Lyon. Donc sur 1 million de mètres carrés à développer. Et donc c'est ça qui m'a donné mon identité internationale. Et c'est à partir de là qu'on a fondé l'AFEX, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour repartir à l'international, conquérir les villes du Moyen-Orient. On a gagné plusieurs concours, dont une grande ville à Bahreïn. Et puis voilà, après, je vous dis, j'ai travaillé dans 30 pays. Mais alors, ça a l'air, je ne veux pas non plus passer pour un boulimique des affaires. Je pense que ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est d'avoir toujours gardé l'idée que l'architecte, c'est quelqu'un qui crée lui-même, qui pense par lui-même, tout en animant une équipe, et qui apporte son imagination, sa curiosité, son désir de progresser dans le domaine de la ville durable.